c'était en 89, pardon, c'était la politique de santé mentale. En 97, c'est le bilan d'implantation. Donc, les fonctionnaires qui travaillent rencontrent entre autres des usagers, des familles, pour effectivement savoir quel était le bilan. Et entre autres, les usagers disaient « ouais, il faudrait conserver la formule du tripartisme et l'enrichir de la participation des usagers et de leurs proches ». En 98, si on continue s'il vous plaît, en 98, là on arrive de façon officielle, c'est la belle époque, si on peut dire, par rapport à l'empowerment. Le gouvernement, dans le ministère de la Santé et des Services sociaux, dans son nouveau plan d'action, en fait carrément en 98 son principe directeur, c'est-à-dire l'empowerment, on peut appeler ça l'appropriation du pouvoir d'agir ou du pouvoir d'agir, c'est le principe directeur. Et on convient, là je cite le ministère, on convient alors que l'usager ou l'usagère doivent être consultés sur les modalités d'organisation, les usagers et usagères, pardon, doivent être consultés sur les modalités d'organisation des services de santé mentale, que ce soit en établissement ou en milieu communautaire, et on fait un clin d'œil à la défense des droits en disant que celle-ci constitue d'ailleurs un des fondements de cette démarche collective d'appropriation du pouvoir. Alors c'est vraiment ici peut-être un bref aparté, parce que bon, j'ai quand même œuvré une bonne partie de ma vie là, en défense des droits, et la défense des droits, je pense par rapport à la France, c'est une particularité du Québec. Là. La défense des droits, ça a vraiment été un lieu d'expression fort là, au niveau de la reconnaissance du savoir d'expérience des personnes usagères. L'organisme pour lequel j'ai travaillé 15 ans, dont j'étais le coordonnateur, par exemple, le conseil d'administration était composé uniquement de personnes usagères. On a vu les pièces de théâtre, on est même allé en 2000, il y avait le congrès mondial, l'association de réadaptation psychosociale, on était venu avec une troupe d'usagers québécois pour venir en France et tout, donc on avait organisé un colloque aussi sur les pratiques, pour dénoncer les pratiques d'isolement et de contention en 99, et on avait avec les usagers soutenus, accompagnés par un groupe là, de théâtre avait fait une pièce de théâtre. Donc, les groupes de défense des droits sont vraiment un vecteur important là, au niveau de la reconnaissance de ce savoir d'expertise. Bref, aparté, en 2000 au Québec, c'est le Forum national sur la santé mentale où les personnes usagères sont pour la première fois reconnues collectivement comme des experts. Et selon le bilan qui a été fait, publié en 2001 par le ministère, on réaffirme l'importance de garder le cap sur l'appropriation du pouvoir, et là, je cite, « Plusieurs personnes soulignent que la tenue d'un forum réunissant chacun des milieux concernés est en soi une démonstration que le secteur de la santé mentale a franchi un pas en matière de partenariat. La participation des personnes usagères est un résultat important de ce partenariat qui apparaît comme une condition nécessaire à la transformation des services. Désormais, on dit, leur implication à titre de partenaire avait un caractère incontournable à tous les niveaux. On est en 2001, vous verrez que c'est plus ou moins vrai que ça a été incontournable, mais c'était peut-être un peu la belle époque. Le ministère a même financé, imaginez à cette époque-là, au début des années 2000, un guide fait par et pour uniquement des personnes usagères qui s'est appelé « Guide pour une réflexion et un dialogue sur l'appropriation du pouvoir individuel et collectif des personnes utilisatrices des services de santé mentale. » Okay? À ma connaissance, c'est la seule fois que c'est arrivé dans toute l'histoire du Québec où effectivement le ministère a donné, entre guillemets, quasiment une carte blanche, de l'argent public à des usagers et usagères pour réaliser ce guide de réflexion-là. Et il y a 4 éléments qui ont été singularisés par, c'est pas un document qui roule encore tellement, je vous dirais malheureusement, hein. Il y a 4 éléments qui ont été singularisés par ce collectif d'usagers. Le premier, avoir la possibilité d'exercer des choix libres et éclairés. La deuxième, participer activement aux décisions qui ont un impact sur sa vie. La troisième, pouvoir actualiser son potentiel de croissance personnelle, professionnelle et sociale. Et finalement, la quatrième, pouvoir connaître, comprendre, exercer et défendre ses droits. Donc, vous voyez ces 4 aspects-là, exercer des choix libres et éclairés, participer activement aux décisions qui ont un impact sur sa vie, pouvoir actualiser son potentiel, pouvoir connaître, comprendre, exercer et défendre ses droits. On tourne pas mal toujours autour de tout ça. Et dans cette suite-là, la coupure qu'il y a eu, c'est en 2005-2010, où là, le ministère publie un nouveau plan d'action. Et dans le plan d'action 2005-2010, on voit ceci, on peut lire ceci. Bon,
On doit s'assurer d'obtenir la participation des utilisateurs de services en santé mentale et de leurs proches dans les différents exercices de planification et d'organisation, mais il n'y a rien sur l'empowerment. L'empowerment comme concept, référence, étant le vecteur au niveau, là, comme auparavant, de l'implication des usagers, on n'en parle plus. Là, c'est le rétablissement, mais l'empowerment, c'est devenu curieusement un mot tabou, que je vous avoue que j'ai un peu de misère à saisir, là, parce que, bon, on peut utiliser le terme empowerment sans faire de révolution. Pour la première fois, là, le ministère fixe des cibles, et là, on voit apparaître pour la première fois dans un document officiel le père aidant. C'est-à-dire que là, le ministère nous dit, bon, ben, il faudrait qu'en 2010, 30% des équipes de suivi intensif et de suivi d'intensité variable, c'est une invention québécoise, là, mais bon. Et donc, on dit qu'il faudrait y avoir là, 30% de pères aidants qui travaillent dans ces équipes-là. Et pourtant, à cette époque-là, ce qui est très curieux, c'est qu'à cette époque-là, où le ministère a publié son plan d'action en 2005-2010, il y avait une collègue de travail qui s'appelle Lourdes Rodriguez del Barrio, qui est une collègue de travail en travail social à l'Université de Montréal, qui est très proche, qui travaille depuis des années, comme moi, dans le milieu associatif en santé mentale. Elle avait eu un mandat du Comité de santé mentale du Québec de faire une recherche autour de la qualité des services de santé mentale dans la communauté. Bon, malheureusement, lorsque le livre a été publié l'avis du Comité de santé mentale du Québec a été publié en 2006, le Comité de santé mentale n'existait plus, parce que, bon, sous prétexte d'austérité, on l'avait coulé, on l'avait aboli, là, ce qui, à mon avis, est très triste, mais bon. Mais bon, là, ici, je vais donner quelques éléments de réflexion qui sont extraits de ce livre phare-là, qui, à mon avis, est extrêmement important, mais qui aujourd'hui, relativement peu connu, malheureusement. Mais c'est vraiment extrêmement intéressant parce que c'est un livre qui a été publié avec des personnes usagères qui sont considérées comme des co-auteurs avec, justement, ma collègue de l'Université de Montréal. Par exemple, ils vont débuter le livre en écrivant ceci. La prise en compte du point de vue du citoyen, du client, du patient, de l'usager ou de l'utilisateur de service est désormais considérée par les spécialistes de l'évaluation comme étant l'élément clé indispensable pour évaluer les pratiques et déterminer leur qualité. Mais de continuer un peu plus loin, mais malgré ce consensus apparent quant à la nécessité d'ouvrir des espaces de participation et de recherche permettant de tenir compte de la perspective des citoyens, celle-ci demeure absente le plus souvent. Et ils ont vraiment cherché dans ce livre-là à saisir et comprendre le point de vue des personnes et faire en sorte qu'est-ce que les personnes ont à dire par rapport à la qualité. Et sans surprise, quand le moindrement qu'on a un peu de pratique puis qu'on n'a pas parlé à des personnes usagères ou des proches, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé ceci. Les personnes, en parlant des personnes usagères, les personnes abordent souvent la qualité des services en racontant une histoire personnelle. L'histoire des effets positifs ou négatifs que les pratiques ont eus sur leur vie quotidienne et leur trajectoire de vie. La qualité renvoie ainsi aux expériences qui aident et qui soutiennent un processus d'amélioration ou qui lui font obstacle. Les personnes concernées évaluent les services et les pratiques à partir d'une perspective élargie et globale des résultats liés à la manière dont les services contribuent ou non à une amélioration d'ensemble de leur situation. Et de continuer sur cette même veine-là, dans une section qui s'appelle « Élargir la conception des résultats ». Du point de vue des utilisateurs de services, les résultats effectifs sont essentiels. Au-delà de la satisfaction envers les services, qui est vraiment très monnaie courante, on cherche à connaître la satisfaction des usagers. Ce qui est important pour les usagers, ce sont les modifications dans leur état de santé et de bien-être et dans leur situation sociale que les personnes concernées vivent. Les utilisateurs prennent aussi davantage en considération les effets secondaires ou même pervers des services au moment d'évaluer la qualité. Donc cette idée-là de résultat, on le voit, elle était déjà dans la qualité des services de santé mentale dans la communauté. Et pour faire un bref aparté, puis j'y reviendrai peut-être un peu tantôt, au Québec, à l'heure actuelle, on ne peut même plus parler de résultats lorsqu'on fait référence justement à qu'est-ce que l'intervention fait comme différence dans la vie des gens, parce qu'au Québec, comme un peu partout, je pense en Occident, on a une gestion axée sur les résultats.
Okay? Donc, résultat, c'est un terme plombé actuellement, parce que quand on parle de résultat, les gens voient tout de suite ce qui roule dans le secteur de la santé et des services sociaux. Il faut que tu vois tant d'usagers dans l'année, puis bon, le service, il faut qu'il voit tant de personnes, puis bon, ben, tout ça est suivi par des tableaux de bord, puis bon, si l'établissement n'atteint pas la cible, ben, il y a un problème. Mais en bout de piste, on ne sait absolument pas la différence que les services ont faite dans la vie des gens. Et pourtant, c'est ce que les usagers nous disent. Et de continuer sur le même registre, toujours en référence au livre de Lourdes avec les co-auteurs usagers. Et je cite, « Il est essentiel de comprendre l'importance et la profondeur des transformations que le principe de l'appropriation du pouvoir reflète et introduit dans nos manières de concevoir, de comprendre et d'agir dans le domaine de la santé mentale. Appliqué au système de soins en santé mentale, ce principe reflète la volonté des personnes concernées de participer à la conception des politiques, à l'élaboration des programmes et à l'évaluation des services et des pratiques. » Et il y a 3 grands résultats, on peut facilement les mettre en contexte avec ce qui a été dit tantôt par rapport au guide de réflexion. Il y a 3 grands résultats espérés qui ont été singularisés dans ce livre-là par rapport à ce que les usagers veulent, quel que soit le diagnostic ou les caractéristiques des personnes. Et le premier, c'est l'appropriation du pouvoir plutôt que la prise en charge. Hein? Donc, cette idée-là, on peut-tu effectivement penser à appropriation de l'empowerment plutôt que prise en charge? Le deuxième grand résultat, c'est rétablissement, transformation plutôt que la chronicisation. Donc, les gens, effectivement, veulent que ça aille mieux. Et finalement, ça c'est tout beau, la qualité de vie dans la communauté plutôt que la vie dans des services de qualité. Voyez-vous cette idée-là, la qualité de vie dans la communauté plutôt que la vie dans des services de qualité. Quand on demande aux usagers, êtes-vous satisfait des services? On est dans l'idée plutôt dans l'idée de vie dans les services de qualité. Mais est-ce que les usagers, comme vous, comme tout le monde, souhaitent avoir une qualité de vie dans la communauté? On peut-tu penser travail? On peut-tu penser éducation, entre autres? Et donc, c'est cette idée-là. Et donc, les auteurs de continuer, effectivement, de développer des indicateurs et tout. Et en même temps, ils reconnaissaient dans leur livre, on était en 2006, que le secteur public a largement favorisé un modèle de psychiatrie plus médical et centré sur le diagnostic et la médication. Donc, on est en 2006, on était encore dans, on n'avait pas encore, comme aujourd'hui, vraiment mis en action le principe, là, je suis une personne, pas de maladie. Et les auteurs de continuer, au sein des services actuellement dispensés en santé mentale, on parle plus des services publics évidemment, là, on n'accorde pas ou peu de légitimité à la parole des personnes concernées, à leur manière de dire l'expérience, à leur explication, réflexion concernant cette expérience. Le savoir sur l'expérience propre n'est pas considéré comme un savoir. Il ne peut donc contribuer à questionner ni à renouveler le savoir expert censé être le seul acceptable. Et de continuer, toute pratique de qualité en santé mentale doit partir et s'articuler à l'expérience et aux stratégies personnelles. Et là, les auteurs mettaient de l'avant justement cette idée-là d'un cadre de référence qui devait circuler dans le réseau, qu'il devait y avoir une formation évidemment avec des représentants de personnes usagères et de diffuser cette idée-là dans les réseaux d'appropriation du pouvoir et de reconnaissance du savoir d'expertise. Bon, malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas qui est arrivé. Pourtant, en parallèle, effectivement, il y a eu un développement là, des parents aidants. Et donc, si on continue, donc là, j'arriverai à dans le cadre du processus de reconnaissance du savoir expérientiel des usagers en santé mentale au Québec, qui, effectivement, dans le domaine de la formation, il y a 3 formations qui, disons, ont eu un peu plus de coffre, je peux parler ainsi, où les usagers, les personnes usagères ont effectivement été très impliquées. Il y en a 2, gestion autonome de la médication et l'autre côté de la pilule, qui proviennent du secteur communautaire, du secteur alternatif, dans l'idée, effectivement, là, par rapport à la gestion autonome de la médication, dans l'idée, effectivement, que les personnes soient bien renseignées, qu'ils soient dans l'idée d'un principe d'autodétermination qui soit associé de près à leur médication et qu'ils puissent, là, effectivement, développer leur autonomie dans ce processus-là. L'autre côté de la pilule, c'est une formation qui a été développée par l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Peut-être juste, avant que je continue, peut-être la prochaine, s'il vous plaît, parce que bon, ça ici, c'est justement là
une illustration là, de la gamme, la gestion autonome de la médication. Bon, et donc là, ici, on parle de boîte à outils, mais c'est vraiment cette idée-là de ma vie et la médication, comment ça va. Donc, cette idée-là de ma vie, vous l'avez aussi retrouvée il y a d'autres outils qui ont été développés pour les personnes handicapées, mais c'est vraiment cette idée-là là, on sait à quel point la médication est présente dans la vie quotidienne des usagers, donc c'est important. L'autre côté de la pilule, c'est plus sur la dimension juridique et la reconnaissance des droits. Et en parallèle à ça, il y a la QRP qui a développé, avec évidemment des usagers, là, une formation père aidant et donc une reconnaissance. Et bon, une trentaine de pères aidants qui, à ma connaissance, travaillent au niveau là, du réseau de santé et services sociaux. Parce que ce qui est particulier, j'en parlais un peu de façon informelle avant de commencer la conférence, c'est que, juste encore une fois, attirer votre attention, c'est que les pères aidants, côté pile, du côté positif, on peut dire, effectivement, c'est une reconnaissance officielle du savoir d'expérience des usagers et on les intègre dans le secteur public. Mais la reconnaissance du savoir d'expérience des usagers est venue des ressources alternatives, des ressources communautaires en santé mentale au Québec, et il y avait encore une fois des usagers qui travaillaient comme intervenants, comme coordonnateurs de ressources dans les groupes d'entraide ou ailleurs et qui n'étaient pas des pères aidants. Donc, on peut se poser la question, là, si on sait à quel point il y a plusieurs personnes, intervenants professionnels, qui ont passé de l'autre côté de la barrière, qui ont elles-mêmes eu des problèmes de santé mentale. S'il n'y avait pas tous les tabous vis-à-vis des professionnels qui ont eu des problèmes de santé mentale, d'effectivement d'en parler, est-ce qu'on arrête des pères aidants? Bon, une question théorique, là, mais qui, à mon avis, est quand même légitime. Et ce qui est particulier à l'heure actuelle aussi au niveau du Québec là, par rapport à la reconnaissance du savoir expert des usagers, et aussi, ça peut-être pourquoi vous trouvez peut-être que j'insiste un peu lourdement sur la partie historique, sur la question des ressources alternatives en santé mentale, c'est qu'à l'heure actuelle, on assiste un peu à selon moi, une réécriture de l'histoire. Parce qu'à l'heure actuelle, un peu comme en France, il y a l'éducation thérapeutique, et bon, en France, au Québec, il y a tout un discours, pas juste au Québec, au Canada, il y a tout un discours là, sur le patient expert. On n'est pas en santé mentale, on est at large, je dis l'anglicisme, on est globalement dans le domaine de la santé. On dit, bon, maintenant, il y a une reconnaissance claire là, du savoir d'expérience des usagers au niveau des soins. Et on parle de patients partenaires. Et bon, vous avez une collègue là, à l'Université de Montréal, une médecine en santé publique, Marie-Pascale Paumé, qui travaille avec la France. Bon, mais Marie-Pascale, je la connais, je l'aime bien, mais la façon dont elle présente l'histoire de la reconnaissance des patients experts, c'est comme si ça partait de l'Université de Montréal puis qu'il ne s'était rien passé dans le milieu communautaire. Quand, historiquement, c'est en milieu communautaire, en milieu alternatif au Québec qu'on a reconnu la savoir d'expérience des personnes usagères. Donc, moi, ça me titille pas mal, je vous avoue, parce que, puis pour vous dire, là, c'est la petite histoire, mais ça parle quand même des silos. Marie-Pascale Paumé était à l'Université de Montréal, elle a fait une médecine. Puis Lourdes Rodriguez, ma collègue de travail social, puis c'est comme ça. Il y en a une qui travaille depuis des lunes avec les usagers en santé mentale, puis l'autre qui est une experte patient expert, mais ça ne se parle pas les deux. Allez comprendre pourquoi, c'est un peu particulier. Mais bon, moi ce que je vous dis, c'est objectivement, c'est sûr que je ne m'en cache pas, moi j'ai mes tendances, là, mais objectivement, je pense de pouvoir facilement le démontrer, puis l'avoir démontré cet après-midi, que la reconnaissance du savoir d'expérience des usagers, c'est dans le milieu alternatif, c'est dans le milieu communautaire que ça a commencé, parce que c'est des gens qui se sont mis ensemble. Et d'ailleurs, dans le plan d'action, le dernier plan d'action, il y a eu un trou de 5 ans, là, parce qu'on a eu 2005-2010, puis en 2010-2015, il n'y a rien eu de la part du ministère. Mais là, on a un nouveau plan d'action en santé mentale, 2015-2020. Et sans rire, le ministère l'a appelé là, Faire ensemble et autrement. On est passé de l'ailleurs et autrement à faire ensemble et autrement de la part du ministère. Et on dit dans ce plan d'action-là que les organismes communautaires jouent un rôle fondamental dans le rétablissement des personnes utilisatrices de santé mentale, notamment en assurant une prise de parole collective. Bon, on n'est pas tellement dans la reconnaissance là, du savoir d'expérience, mais
on reconnaît quand même, là, à un moment donné, mais là, ce qui est un peu particulier aussi, là, c'est qu'on revient à la primauté de la personne. Imaginez, 89, le principe directeur de la politique de santé mentale s'appelle la primauté de la personne. Le plan d'action en 2015, c'est la primauté de la personne. Évidemment, on ne parle plus là encore d'empowerment, ce qui est plutôt bizarre, là, parce que bon, c'est très lié à la primauté de la personne. Mais là, puis là, on écrit ceci, afin que la personne utilisatrice, il importe que la personne utilisatrice des services de santé mentale soit l'actrice principale des soins et services qui la concernent, que des soins axés sur le rétablissement soient implantés et maintenus dans le réseau. Et là, on dit qu'on veut aller plus loin en matière de participation des personnes et des membres de leur entourage. Et là, le ministère nous dit qu'il va élaborer un guide. Bon, on ne sait pas trop comment, mais rappelez-vous que, bon, déjà, nous, dans les années 80, avec les plans régionaux de l'organisation de services, on avait très modestement commencé à faire un guide pour favoriser la participation. Le ministère nous arrive en 2015 qui dit qu'il va en faire un. Par rapport à la question des pères aidants, là, le ministère dit qu'il veut, c'est un objectif, mais bon, quel moyen qu'il va se donner. Il dit qu'au niveau du suivi intensif, il veut atteindre effectivement 80% des équipes de suivi intensif au Québec devraient avoir un père aidant. Mais ce qui est important d'avoir en tête,